Bonsoir à ceux qui ont eu le temps de se connecter ce soir pour le webinaire concernant le marketing et son rôle dans la transition vers les nouveaux modèles économiques. Donc, pourquoi on a voulu aborder ce sujet avec vous ce soir? C'est tout simplement parce que on parle beaucoup de l'entreprise, on parle beaucoup des clients, mais on ne parle pas de ce qu'il y a exactement entre l'entreprise et les clients, c'est-à-dire le service marketing. Donc, on voit tout qui est en train de changer, le comportement des clients qui est en train de changer, on voit les process marketing qui sont en train de changer, mais qu'est-ce qui est en train de changer exactement dans le marketing? Quel rôle il joue dans nos méthodes de consommation, dans nos façons d'acheter? Donc, on va essayer effectivement ensemble de voir ça ce soir. Donc, on a fait un plan extrêmement précis sur les points que nous allons aborder ce soir. On va voir l'évolution du marketing durant ces 50 dernières années. On va voir les excès que peut avoir le marketing avec le neuromarketing, les premiers pas vers le marketing responsable, par quoi on commence quand on veut améliorer son service marketing. On va donner des exemples d'entreprises qui ont réussi leur marketing responsable. On va voir également comment le marketing facilite la transition vers les nouveaux modèles économiques de demain. Si effectivement il y a des questions, on y répondra et on conclura donc d'ici 30 à 40 minutes. Voilà. Donc, pour commencer, je me présente. Moi, je m'appelle Nizar Saïd. Donc, je suis expert en stratégie marketing et en RSE. Donc, ça fait un peu plus de 10 ans que j'accompagne les entreprises dans leur croissance et je me spécialise dans les modèles économiques durables. Nous avons fait le mois dernier un webinaire concernant l'entreprise de demain avec les 7 modèles de développement durable, de modèles économiques durables et les méthodes de transformation d'une entreprise classique vers un modèle durable. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le webinaire, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver le webinaire sur l'entreprise de demain. Donc, concernant le groupe Elan, on travaille sur les études, les stratégies marketing, les audits et la RSE. On va voir ensemble l'évolution du marketing sur ces 50, allez, sur ces on parle de quoi? De 1900 jusqu'à aujourd'hui. Donc oui, on est sur 130 ans d'évolution du marketing. Donc au début, il n'y avait pas d'histoire de marketing parce qu'il y avait plus de demandes que d'offres. Donc, il n'y avait pas forcément besoin de pousser à l'achat. Il y avait beaucoup plus de personnes qui demandaient à avoir des produits que d'offres sur le marché. Ensuite est venu les années, on va dire, 1930-1950, le contexte global marqué par la crise, la guerre, mais aussi par l'intensification de la concurrence. Donc, l'écoulement des stocks devient alors un peu plus difficile et c'est là où on commence à se dire comment faire mieux que les concurrents. Et ça donne naissance au marketing. Dans les années 50, le terme marketing a été officialisé. Les entreprises ont commencé à s'intéresser au développement des techniques de marketing telles que la publicité, les affichages urbains, la radio, la presse et tout ce que vous avez connu. Donc, on peut voir une évolution du marketing en 5 points. Donc, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 et 5.0. Donc, on avait une approche du marketing d'abord axée sur le produit, puis on a eu une approche un peu plus axée sur le client. Ensuite, on a pu voir le marketing évoluer vers les motivations d'achat. Moi, je me souviens d'une publicité où on voit une maman sentir le linge et c'était Ariel, je crois, qui faisait ça à cette époque-là. Et c'est là où on s'est rendu compte que c'était ni le produit ni le client qui faisait la vente, mais plutôt la motivation d'achat. Donc, ça m'avait bien marqué. Ensuite, on s'est intéressé un peu plus dans le marketing à la relation avec le client. Et aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus sur comment l'intelligence artificielle et l'automatisation peuvent servir à la relation client et évidemment à une version plus responsable, plus éthique du marketing.
Donc, je ne sais pas si vous avez connu la série Mad Men. Moi, j'ai adoré cette série parce que c'était les débuts, on va dire, de la publicité et du marketing. Et très vite, on s'est rendu compte que le marketing influençait la notion du succès et du bonheur. Donc, à cette époque-là, d'avoir une Jaguar, ben, c'était signe de succès. On avait un stéréotype de la femme à qui on achetait un fer à repasser ou un aspirateur. Donc, ça a été les débuts, on va dire, des stéréotypes. L'homme qui a du succès, costard cravate, et la femme bonne ménagère de maison. Donc, le marketing a beaucoup contribué un petit peu à la société dans laquelle on évolue depuis maintenant un peu plus de 100 ans. Donc, on a vu aussi les excès du marketing. Tout le monde a entendu parler de ces données qui ont échappé à Facebook et qui ont influencé les élections. Donc, on peut voir que le marketing peut être un outil d'influence politique qui oriente aussi le choix des électeurs. Donc, c'est aussi un outil qui a influencé le comportement des enfants. Vous connaissez aussi bien que moi McDonald's avec le Happy Meal, avec le clown Ronald. Et les enfants, bizarrement, maman, c'est quand on va au McDo, papa, c'est quand on va au McDo. Donc, on a très vite vu que le marketing de McDo n'était pas concentré sur les parents, mais bel et bien les enfants qui incitaient les parents à aller au McDonald's. Donc, en termes d'excès, on a tous entendu parler de l'affaire Pepsi-Coca-Cola. Donc, c'est très simple. Il y a une étude qui a été faite avec une dégustation à l'aveugle et on s'est aperçu que à l'aveugle, les personnes préféraient le Pepsi, alors que quand on prenait connaissance de la marque, les gens préféraient le Coca-Cola. Moralité de l'histoire, c'est que Coca-Cola a réussi à donner l'image de sa marque comme étant un moment convivial, un moment familial, un moment avec les amis, ce qui fait que quand on boit du Coca-Cola, ben, on a cette sensation de partager et d'être dans des valeurs, on va dire, familiales, amicales, ce qui fait que on va plus tendance à acheter du Coca-Cola que du Pepsi, mais sans réellement s'en rendre compte. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du neuromarketing et cette histoire de magasins qui vendaient du vin allemand et du vin français. L'étude qui a été faite, elle est extrêmement simple. Ils se sont aperçus que quand le magasin voulait vendre du vin allemand, il mettait de la musique allemande dans le magasin et ça faisait augmenter les ventes du vin allemand. Et quand il voulait écouler le stock du vin français, ben on mettait de la musique française, ce qui fait que ça augmentait les ventes du vin français. Et ce qui est drôle dans tout ça, c'est que quand on demandait aux personnes pourquoi avez-vous acheté ce vin et pas celui-ci, eh bien, les gens disaient ben non, c'est tout simplement pour goûter, j'avais jamais encore goûté ce vin-là, etc. Donc, le neuromarketing, ça peut être dangereux parce que les consommateurs ne se rendent pas compte qu'ils sont influencés dans leurs décisions d'achat. Donc, c'est vraiment la limite, on peut dire, du marketing. Donc, en voyant un petit peu l'évolution du marketing sur ces 100 dernières années, donc on peut très bien voir qu'aujourd'hui, le marketing est en train de changer. Donc, qu'est-ce qui mène à autant de changements dans le marketing sur ces dernières années? Donc, on en a parlé lors du webinaire sur l'engagement client, que le changement du comportement client a énormément changé. Ils souhaitent plus de transparence, ils sont plus regardants sur les marques, ils sont plus en quête de l'achat responsable. Donc, les clients sont devenus hyper exigeants concernant la marque et leurs actes d'achat, ce qui a influencé évidemment le marketing. La prise de conscience envers les enjeux environnementaux et sociétaux, grosse sensibilité depuis le Covid. L'intelligence artificielle et l'automatisation a beaucoup changé les métiers du marketing et va de plus en plus influencer, on va dire, les pratiques du marketing. Les mouvements des associations et des ONG qui font énormément de pression sur les entreprises et leurs pratiques, et évidemment les lois, les normes, les réglementations qui viennent un petit peu encadrer les entreprises, ce qui fait qu'on ne peut plus faire tout ce qu'on veut sans avoir effectivement un cadre réglementaire
qui oblige les entreprises à limiter leurs pratiques marketing. Donc, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre un marketing conventionnel et un marketing responsable? Donc, on peut voir que le marketing conventionnel, il pousse à la surconsommation. Il faut toujours faire mieux que ses concurrents. Il n'y a qu'une seule chose qui compte avec le marketing conventionnel, c'est la valeur économique. Il faut qu'on gagne de l'argent. Et le marketing conventionnel a tendance à amplifier des problèmes afin de créer beaucoup plus de besoins et de pousser de plus en plus les consommateurs à un désir d'achat, un désir d'avoir ce produit-là. Alors qu'on peut voir en parallèle le marketing responsable, c'est plus du tout les mêmes enjeux. Déjà, on intègre la partie environnementale et sociétale à toutes les actions marketing. Le marketing responsable essaye d'éduquer le consommateur. Il essaye de l'informer au maximum sur le produit, ses bienfaits, les choses qui vont moins bien, sur tous les tenants et aboutissants qui concernent le produit. Et le marketing répond à tous les enjeux du développement durable. Donc, c'est un petit peu ces différences-là qu'on a constatées entre le marketing conventionnel et un marketing responsable. Donc, comment on peut aller vers un marketing plus responsable? Tout simplement, on commence par se questionner sur les réels besoins de chaque action marketing qu'on envisage, essayer d'anticiper et mesurer l'impact de notre action marketing sur le consommateur. Donc, on l'a vu avec les enfants ou les personnes facilement influençables. Donc, il faut faire très attention à ces pratiques et à l'image qu'on va renvoyer auprès du consommateur. Il faut prendre son temps, construire sur le long terme une stratégie qui repose sur une continuité et non sur l'immédiateté tout de suite du résultat. Prendre du recul, se questionner sur les pratiques, sur les outils, sur les partenaires avec qui on va travailler. Ne pas chercher la perfection et utiliser l'intelligence artificielle et l'automatisation avec un but éthique et responsable. C'est-à-dire, on le fait en faveur du client et non pas en faveur de l'entreprise et une augmentation du chiffre d'affaires. Donc, vous connaissez tous ce terme du greenwashing et évidemment, comment ne pas parler de McDonald's qui en a largement abusé. Donc, en 2009, on a vu McDonald's changer son logo. Le fond était rouge. Maintenant, le fond, il est vert. Ça donne cette connotation un petit peu environnementale de McDonald's. Alors qu'à cette époque-là, quand ils ont changé leur logo, c'était... Ils le sont toujours d'ailleurs, le plus grand usager de bœuf au monde. Un quart seulement des 80 millions de boîtes Happy Meal vendues chaque année en France étaient recyclées. Et à cette époque-là, McDonald's distribuait 1,8 million de pailles chaque jour qui n'étaient pas recyclables. Donc heureusement, aujourd'hui, McDonald's a changé ses pratiques. On ne retrouve plus de jouets dans le Happy Meal. Il n'y a plus de pailles en plastique, c'est des petites pailles en bois. Voilà, ils ont, on va dire, rectifié le coche, mais à cette époque-là où ils ont changé d'identité, ils étaient très très loin d'être à l'image qu'ils étaient en train d'essayer d'envoyer. Donc c'est pour ça qu'ils ont été accusés de greenwashing. Adidas, avec sa chaussure, vous voyez tout de suite, on peut voir que il y a de l'abus, une plante qui sort de la chaussure, le petit logo qui fait croire que c'est un label environnemental mondial. Donc, le logo est trompeur, les couleurs sont trompeurs, la plante qui sort de la chaussure. Donc, automatiquement, Adidas a été traité, accusé de greenwashing et a retiré cette publicité. Donc, après les pratiques un peu greenwashing, on essaye de voir maintenant des vraies pratiques de marketing responsable. Patagonia, on en parle souvent, c'est un modèle en termes de marketing responsable. C'est une marque qui a aligné sa mission de minimiser son impact environnemental et de promouvoir ses pratiques commerciales durables. Donc, la transparence, tous les ans, Patagonia sort un rapport, il publie des rapports annuels détaillés sur l'impact environnemental, y compris les émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation de l'eau et les déchets dans ses activités. Patagonia fait beaucoup de campagnes de sensibilisation.
Donc en 2011, Patagonia avait publié une annonce dans le New York Times lors du Black Friday disant aux personnes n'achetez pas cette veste, don't buy this jacket. C'était pour essayer de pousser les consommateurs vers un site de seconde main et de dire voilà, ne pas toujours pousser à la consommation les personnes. On a effectivement un gros engagement communautaire de Patagonia. Ils reversent 1% de leur chiffre d'affaires à une association Force the Planet. Donc, c'était le fondateur, je crois, de Patagonia qui a créé cette association en 2002, oui, à but non lucratif, qui vise à inciter les entreprises à s'engager en faveur de l'environnement. Donc, c'est des actions qui montrent bien que Patagonia est aujourd'hui une marque responsable et pratique un marketing responsable. Danone également, une entreprise qui a réussi à intégrer la durabilité dans ses pratiques, avec pour mission d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Elle est devenue entreprise à mission en 2020. Donc l'approche de Danone en matière de marketing responsable comprend toutes les communications commerciales et non commerciales développées par l'entreprise et notamment tout contenu utilisé pour promouvoir ses marques, ses produits auprès des consommateurs. Donc, on va voir un peu plus en détail qu'est-ce qu'a fait Danone pour aujourd'hui dire que son marketing, il est responsable. Une communication à destination des enfants extrêmement restreint. C'est-à-dire, elle a restreint son marketing et sa publicité à destination des enfants de moins de 3 ans. Aucun message pouvant prêter à confusion, aucune atteinte à l'influence des parents et l'éducation dispensée par les parents, aucune référence à une contrainte de temps nécessitant l'urgence ni une pression de prix de vente minimisée, aucun abus quant à l'imagination ou l'inexpérience d'un enfant, aucune incitation à des comportements alimentaires non sains et une délimitation claire de la frontière entre publicité et image de marque. Également la partie communication informative, donc ils essayent d'apporter un maximum d'informations aux consommateurs avant qu'ils procèdent à l'achat. Donc Danone soutient la recommandation de santé publique de l'OMS préconisant l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie du nourrisson, ainsi que la poursuite de l'allaitement avec l'introduction d'alimentation complémentaire sûre et appropriée par la suite. Engagement de Danone envers l'agriculture régénératrice. Donc Danone s'est engagé à soutenir l'agriculture régénératrice, une approche de l'agriculture qui vise à restaurer les écosystèmes et les sols en utilisant des pratiques agricoles durables. Donc la société travaille avec des agriculteurs pour promouvoir des pratiques durables telles que la rotation des cultures et la conservation des sols. Et enfin, la partie, on va dire, formelle, fournir des informations nutritionnelles détaillées à tous ces consommateurs. Donc, en termes de marketing responsable, je crois que sur tous nos webinaires, on a parlé de Decathlon, parce que vraiment, c'est un exemple à tous les niveaux. Engagement collaborateur, engagement client, modèle économique durable et effectivement, aujourd'hui, marketing responsable. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve l'exemple de Decathlon un petit peu sur tous nos webinaires. Donc, la stratégie de Decathlon repose sur la combinaison d'un engagement en faveur de la durabilité, d'une communication transparente, d'une responsabilité sociale, de la promotion de modes de vie actifs et de la sensibilisation à l'environnement. Donc, qu'est-ce que fait Decathlon pour son marketing responsable? Déjà, une transparence totale sur sa communication, communique de manière transparente sur la manière dont ses produits sont fabriqués, les produits utilisés et l'impact qu'ils ont sur l'environnement. Une sensibilisation à l'environnement. Donc, Decathlon organise des événements de sensibilisation à l'environnement pour sensibiliser le public à l'importance de la durabilité et encourager les gens à adopter des comportements plus respectueux de l'environnement. Donc, on en vient à comment le marketing peut faciliter la transition vers les nouveaux modèles économiques. Donc, on s'est beaucoup posé la question avec Reyhan. On avait énormément de points, mais on a vraiment retenu que ces 6 points-là. Donc déjà, comment le marketing peut faciliter la transition vers les nouveaux modèles en redéfinissant la norme. C'est-à-dire, le marketing a créé une norme que dans un couple, chacun a sa voiture,
que le dimanche, on doit aller manger au McDonald's, etc., etc., qu'on doit aller au travail en voiture. Donc déjà, il faut redéfinir la norme et le marketing a un gros rôle à jouer sur la redéfinition de qu'est-ce que la normalité et quelles sont les habitudes quotidiennes des citoyens. On pense que le marketing a un rôle à jouer. En deuxième point, on a mis fédérer et engager les nouvelles générations. On voit que la génération Z est très sensible à tout ce qui est environnement, tout ce qui est achat responsable. Je veux faire quelque chose qui a du sens pour moi. Donc, le marketing peut fédérer à elle toute cette nouvelle génération. Initier un changement de culture. Donc, on peut voir, surtout en Europe, une grosse culture de la surconsommation. Best or Nothing de Mercedes, par exemple, L'Oréal parce que je le vaux bien. Donc, on est vraiment dans une culture de toujours plus, toujours mieux. Donc, le marketing peut participer à changer un petit peu cette culture de la consommation vers un peu plus de sobriété, un peu plus de minimalisme dans nos achats. En quatrième point, on a mis informer, sensibiliser et apporter les informations éducatives. Donc, on l'a vu avec Danone qui préconise le lait maternel. Bah, parfois, on fait des achats et on n'a pas connaissance réellement de toutes les informations qui font qu'on achète ou qu'on n'achète pas. Donc, le marketing peut donner un maximum d'informations et éduquer un maximum le consommateur pour que, quand on procède à l'achat, eh bien, on le fait de manière responsable et totalement consciente. Le marketing peut promouvoir les bienfaits des nouveaux modèles économiques. Donc, je pense notamment aux secondes mains, aux produits reconditionnés. Donc, vous voyez, le marketing peut aller en faveur de ces marchés-là, des produits bio pour l'agroalimentaire, des textiles avec du tissu qui a été effectivement bio à l'origine, des marques de café qui sont engagées et qui payent bien leur torréfacteur. Donc voilà, tout ça, effectivement, le marketing peut participer à favoriser ces nouveaux modèles-là. Et le marketing peut aider à mettre en scène une image du monde de demain. C'est-à-dire, on parle beaucoup de qu'est-ce que va être le monde en 2030. Eh bien, le marketing, aujourd'hui, avec les moyens qu'il a, peut imaginer ce futur idéal, cette société durable qu'on pourrait créer. Et le marketing pourrait nous aider à visualiser un petit peu mieux un monde plus idéal avec des consommations plus responsables et des comportements un peu plus, on va dire, en faveur de l'environnement et en faveur de la solidarité humaine. Donc, pour qui le marketing va être un challenge sur ces 10 prochaines années, dans un monde qui est en train de changer vers plus de sens, plus d'éthique, plus de responsabilité, eh bien, il y a des domaines pour qui ça va s'avérer être un gros challenge. Je pense notamment aux compagnies aériennes, je pense aux marques de boissons alcoolisées, aux compagnies pétrolières, au marché du low cost. Quand on voit un t-shirt à 3 €, bon, on se doute bien que ça n'a pas été effectivement conçu en France avec des process de fabrication très éthiques, et le secteur bien évidemment du tabagisme. Donc, il y a de vrais enjeux pour ces marchés-là. Donc, on est vraiment en questionnement de comment ces marchés-là vont accompagner le changement et comment ils vont pouvoir rester dans leur ADN de leur why d'origine, tout en tendant la main vers un marché plus responsable, plus éthique. Donc, on va vous parler très rapidement de notre prochain webinaire qui sera sur la thématique de la RSE, un élan vers le changement. Rehan, je ne sais pas s'il y a eu des questions pendant la présentation. J'ai essayé de la faire un peu vite parce que je sais qu'à 18 h, il y a pas mal de choses. Il y a les enfants, il y a les repas, il y a tout ça qui se prépare. Les gens sont sur la route. Donc, je ne sais pas si pendant la présentation, il y a eu des questions ou pas. Non, pas encore en tout cas. Ok, très bien. Donc, notre prochain webinaire, ce sera sur la RSE, un élan du changement. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la RSE, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise.
Donc, on voit bien que l'entreprise aujourd'hui, elle est en train de changer, comportement des clients, comportement des collaborateurs. Donc, la RSE et apprendre les métiers de la RSE, bah, c'est peut-être ça qui va donner l'élan à l'entreprise de changer. Et si on change l'entreprise, bah, on change les collaborateurs qui sont au sein de l'entreprise. Et des collaborateurs, c'est aussi des citoyens. Donc, on peut se dire que si on arrive à avoir des cultures d'entreprise plus en adéquation avec l'environnement et la solidarité humaine, ben, on pense que ça peut être un premier élan vers une société un peu plus durable, et ce sera la thématique de notre prochain webinaire. Donc, ce webinaire-là sera sur notre chaîne YouTube. S'il n'y a pas de questions, eh bien, je vous invite à suivre le groupe Élan sur notre site internet, notre chaîne YouTube ou sur mon profil directement LinkedIn. Vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube l'ensemble de nos webinaires. On a abordé l'engagement client, l'engagement collaborateur, l'entreprise de demain. Et s'il n'y a pas de questions, Rayhan, attendez, je reviens à toi. Non, il n'y a pas de questions. C'était le partage. Hop. Et pour ceux qui veulent recevoir la présentation, ils peuvent nous laisser un commentaire sous la vidéo ou un message sur ton profil ou le mien aussi. On peut faire ça également. Donc, j'ai été super rapide. Ouais, l'heure, je me suis dit, et tout le monde m'a dit, Nizar, essaye de faire vite parce que à cette heure-ci, les webinaires, c'est pas forcément l'heure la plus adaptée. Donc, j'ai essayé de le faire vite et concis. Mais pour ceux qui veulent la présentation, il faut pas hésiter. Et autrement, on se dit à bientôt pour le prochain webinaire sur la RSE et comment la RSE peut nous accompagner vers les nouveaux modèles économiques de demain. À bientôt. Merci Rayhan, bonne soirée, ciao ciao.